Voilà. Donc, as-tu regardé le match d'ouverture hier? Ben non, je l'ai pas regardé parce OK. que hier, c'était mon anniversaire de mariage. Oh! Les noces de, après, quoi? Ben, 1 an, 2 ans? je pense que c'est les noces? coton, mais je suis pas Les noces de sûre. coton. Honnêtement, Bonnes noces de j'ai pas coton. regardé ça, mais merci Moi, beaucoup. je viens de vivre mes c'est noces de perles, 30 C'est ans. gentil. Ah, ben félicitations, Ouais, perles et félicitations. coton. Moi, mes parents ont fêté leurs 36 ans hier, justement. On a la même Félicitations, date. papa, maman. Donc, comment va le bébé? Tout ça va Le bien? bébé va super bien. Ouais, Bon. dans la grossesse, vraiment, je pourrais pas demander mieux, là. Bon, et la campagne, comment va-t-elle? Est-ce que ça fait en sorte que tu te ménages un petit peu plus physiquement? Non, je sens pas de limitation, là. Je me dis qu'il faut que je fasse attention, mais en même temps, bon, les gens me connaissent aussi, là. Je suis quelqu'un quand même d'assez intense et passionné. Donc non, là, j'ai toujours été très active sur le terrain, campagne, pas campagne. Puis là, ben, je dois dire grossesse, pas grossesse. Bon, tu sollicites un deuxième mandat à titre de mairesse de Longueuil. C'est l'heure au bilan aussi. Tu dois parler de ce qui a été réalisé puis de ce qui s'en vient. Donc, les 4 dernières années, de quoi es-tu le plus fier aussi? Puis qu'est-ce qui reste à faire? Mhm. Je dirais peut-être 2-3 éléments de fierté. Il y en aurait bien d'autres, mais disons, si je concentre mon bilan sur quelques enjeux qui sont chers aux Longueuilloises et aux Longueuillois, je dirais d'abord notre stratégie d'habitation très innovante. On a été la première ville, en fait, à se doter d'un objectif de 20 de logements à but non lucratif sur le territoire. Ça fait des petits depuis Montréal, s'est joint à nous. Presque l'ensemble des villes du Québec parce que ça a été adopté comme position officielle de l'Union des municipalités. C'était une résultante de votre sommet, ça? Oui, notamment du sommet Longueuil-Laval sur l'habitation. Mais c'est aussi de se dire que oui, on veut développer du nouveau logement social, mais il faut faire attention aussi à notre parc locatif abordable existant. Puis c'est là toute la différence, en fait, de notre stratégie d'habitation. Donc oui, on met sur la construction, notamment de logement social, donc qui est du logement à but non lucratif, mais à ce moment-là subventionné par le gouvernement. Mais on veut aussi favoriser le rachat d'immeubles d'habitation dont les loyers sont déjà abordables par des OBNL, par exemple. On ne peut pas que construire tout le temps aussi. Bien, c'est que ça coûte extrêmement cher construire. Donc, même quand on fait du logement à but non lucratif, le coût économique du loyer, nécessairement, est plus élevé que lorsqu'on prend un plus vieux bâtiment, qu'on peut rénover de façon minimale pour qu'évidemment le logement soit sain, soit salubre, soit sécuritaire, mais ensuite qu'on soit capable de préserver un prix de loyer là, qui est quand même raisonnable. Donc, je dirais l'habitation, de façon générale, on le sait, c'est la plus grande préoccupation des gens. Puis je pense qu'on s'est vraiment distingué à Longueuil sur ce plan-là. Il y a eu un record de construction, d'ailleurs, l'année dernière sur notre territoire, du jamais vu en moins 10 ans. Puis on n'a pas été capable de remonter avant ça, mais ça se peut que ça fasse très longtemps qu'on n'a pas eu un tel chiffre. Donc ça, c'est une chose. Donc l'habitation, évidemment, corollairement, il y a eu la crise de l'itinérance. On est toujours en pleine crise de l'itinérance. C'est l'enjeu numéro un. C'est en lien direct, là. C'est en lien direct. Il y a d'autres causes, évidemment. Il n'y a pas juste le logement. Là. Il y a la crise des opioïdes, la santé mentale, etc. Puis c'est l'enjeu numéro un à peu près partout au Québec. Là. Toutes les villes ont connu une augmentation assez fulgurante du nombre de personnes en situation d'itinérance visible. Hein? Parce qu'à Longueuil, il y a toujours eu l'itinérance, mais elle était plutôt cachée. Nos organismes comme la Table d'itinérance Rive-Sud, le Repas du Passant, ont fêté leurs 20 ans, là, je pense, il y a 2 ans. Oui, donc ça fait 20 ans, techniquement. Ben voilà. Ben, en tout cas, qu'il y a eu assez de besoins pour qu'il y ait des organismes en matière d'itinérance. Je dis ça parce que des fois, on a l'impression que c'est un phénomène nouveau. Non, puis il y avait cette itinérance invisible beaucoup voilà. à une certaine époque. Je me souviens d'avoir fait des entrevues là-dessus, entre autres. Quelqu'un qui a plus de toit au-dessus de la table, ben, qui va coucher chez du monde puis qui est ailleurs le lendemain. C'est ce qu'on veut dire par itinérance, oui, ouais. mais invisible. Ouais. Là, c'est sûr, on le sait, ça a été très visible. Il y a eu l'installation de campement, il y a eu tous les enjeux autour du refuge, la halle du coin. Moi, je suis très fière que la ville ait été très proactive parce que l'itinérance, on le dit souvent, c'est pas la première responsabilité des villes, mais au final, ces gens-là, ces citoyens-là sont dans nos rues. Il y a aussi une préoccupation de sécurité très légitime de la part des résidentes, des résidents qui font preuve d'énormément de solidarité, mais je peux comprendre que quand on a des jeunes enfants, quand on est une personne âgée, on craint aussi, on se demande est-ce que ça pose un certain danger quand il y a des gens qui sont désorganisés dans la rue? Tu sais, je peux très bien le concevoir. Donc, d'avoir été proactif pour qui s'en vient accompagner, effectivement. Puis oui, ça, c'est sûr, là, les gens les plus vulnérables de notre société, ce sont les gens dans la rue. On veut laisser personne derrière. Donc, le fait d'avoir mis à disposition de la halle du coin un immeuble municipal, le fait d'avoir été très
je vais dire, combatif, oui, pour préserver le programme réseau service de police de l'agglomération de Longueuil. Ça a brassé de ce côté-là, je pense. Bien, ça a été toute une... c'est ça, toute une affaire là, de convaincre aussi là, les mairesses, les maires de l'agglomération de rester dans le bateau, si oui, je peux après dire. le départ de M. Daguerre, ça changeait aussi les choses. Il y avait une autre approche. C'est sûr, c'était beaucoup le projet de M. Daguerre, mais oui. M. Bélanger, qui est arrivé par la suite comme chef de police, partageait beaucoup l'approche de M. Daguerre. Donc, le fait de réussir à pérenniser ça, en fait, ça, je pense que c'est aussi symptomatique des bonnes relations qu'on a su bâtir au sein de l'agglomération de Longueuil. Tu sais, ça, je dois dire aussi, ça fait partie de mes fiertés peut-être un peu plus macro, dans le sens que c'est la première fois en 20 ans que l'agglomération de Longueuil fonctionne. Pas juste en raison de moi, c'est en raison de l'ensemble de la collaboration des mairesses et des maires. Même si c'est pas parfait, on sent une volonté pour danser, il faut être deux. Là, fait que dans le sens que tout le monde a mis du sien, puis je suis vraiment satisfaite. Évidemment, c'est pas parfait, il y a toujours des petites vaguelettes, puis on peut toujours remettre des choses en question, mais somme toute, c'est le jour et la nuit comparativement à avant, un peu comme au conseil, sauf qu'en même temps, au conseil d'agglomération, contrairement au conseil de ville, ben ça, c'est comme un éternel gouvernement minoritaire. Mais moi, ce que je dis à mes collègues, on est un peu aussi condamnés à s'entendre. La forme de l'agglo est comme ça, elle est là pour rester. Donc, essayons de faire le mieux avec ce qu'on a, puis de servir l'intérêt public, la population qui vote pour nous, dont on a le devoir de représenter. Donc, j'irais des réalisations plus socio-économiques qui font votre fierté, là, les coalitions oui, mais Longueuil, là, je pourrais en ajouter l'avantage économique. La désignation de la zone d'innovation en aérospatiale, si c'était pas du leadership de Longueuil, sans rien enlever à mes collègues de Mirabel puis de Saint-Laurent, je pense qu'on a vraiment donné l'impulsion nécessaire pour rassembler la communauté d'affaires autour de ce projet-là, interpeller les gouvernements aussi. Je pense que ça a été la force beaucoup du travail que j'ai réalisé comme mairesse ces dernières années. En tant que mairesse qui avait aussi agi comme députée, c'est sûr que je suis bien au fait des mécanismes gouvernementaux, autant à Québec qu'à Ottawa, mais aussi, même si on ne partage pas les mêmes allégeances politiques, parce que je veux dire, mes allégeances politiques sont très connues, mais ça ne m'a pas empêché de travailler très efficacement avec le gouvernement de la Coalition Avenir Québec et le gouvernement libéral au fédéral. Puis je pense encore une fois que c'est ça à quoi les gens s'attendent. Ils s'attendent à une politique de la main tendue. Ils s'attendent qu'au-delà de ce qui nous divise là, dans nos allégeances politiques premières, c'est de travailler pour la population, de faire avancer des projets. Puis je pense que c'est ce qu'on a livré. Je pourrais nommer aussi le plan de protection des milieux naturels, qui protège quand même à perpétuité 21% du territoire longueuillois. C'est un grand legs pour les générations futures. Les scientifiques aussi, sont assez unanimes sur le fait que c'est la meilleure façon pour une ville d'agir en matière d'environnement. Là, on le voit avec les changements climatiques. Puis ça aussi, on en a fait beaucoup les frais depuis 4 ans. Avez-vous vu les tomates sur le bord du fleuve Saint-Laurent, à la hauteur de Longueuil? Ça fait la une du Journal de Montréal aujourd'hui. Longueuil, tomates vertes sur le bord du fleuve à cause de la sécheresse. Ah, bien, c'est possible. Les niveaux du fleuve n'ont jamais été aussi bas. Alors, des plants de tomates à profusion sur le bord du fleuve, des centaines et des centaines de tomates. Je sais qu'à Boucherville, les gens peuvent même aller en voiture sur le bord de l'eau, alors que ça n'a jamais été possible de faire ça. En tout cas. Donc, adaptation, changement climatique aussi, beaucoup, mais pour ça, il faut agir en amont, il faut prévenir, notamment avec la protection des milieux naturels. Mais là, il y a quelque chose en pleine campagne où il y a eu une promesse, on vous a vu sur les réseaux sociaux, dire, ben voilà, je ne couperai pas de ruban dans le prochain mandat si je suis réélu, vous ne me verrez pas couper de ruban, il n'y aura rien de neuf, on travaille sur le vieux. Ça m'a laissé pour le moins perplexe. J'ai fait, ah bon? Oui, mais c'est comme l'expérience client du Longueuillois, ce que je ne suis pas. Une anti-promesse, pratiquement. Ouais. Non, mais c'est d'être responsable, réaliste. Je pense que c'est important de faire preuve de transparence à l'égard de la population aussi. On a travaillé beaucoup ces 4 dernières années à obtenir un bon portrait des finances publiques, à amorcer un redressement. Mais la situation à Longueuil comme ailleurs, elle est très difficile, surtout dans le contexte où on est une vieille ville, une nouvelle municipalité, une nouvelle, entre guillemets, dans le sens d'une municipalité qui s'est développée dans les années 80, 90, comme il y a beaucoup de nos banlieues ici sur la Rive-Sud. On pas de réseau d'aqueduc qui date des années 60, par exemple. Donc, il y a énormément d'infrastructures qui doivent être faites ici. Puis tantôt, je parlais d'adaptation au changement climatique. Il y a tous les ouvrages de rétention, par exemple, sur lesquels on doit miser pour améliorer notre résilience. Donc, ce que je dis, c'est que ça, par contre, on va les prioriser. Ça, il y en aura des nouvelles infrastructures pour la résilience climatique. Okay. Donc, bassin de rétention, par exemple.
Parc-Éponge. Oui, OK. oui, tout à fait, tout à fait. Chaque chose qu'on va ajouter dans un parc, Mais en fait, rien ça de va être nouveau, dans un là. objectif. J'avais Thérèse David hier, je ne sais pas si Ouais. vous avez lu ce que Thérèse a j'ai écrit, lu. l'ex-chef du Bureau de la culture de Longueuil, qui vous aime beaucoup, cela dit, qui t'aime beaucoup. Je l'aime Je beaucoup, tutoie, qui Thérèse t'aime aussi. beaucoup, mais qui est un peu fâché parce qu'il se passe culturellement parlant à Longueuil. Je comprends, parce Je sais que que la c'est pas un salle de dossier spectacle... majeur, mais quand même. C'est un dossier majeur, je suis pas d'accord. Je trouve que évidemment, c'est fondamental, la culture. Puis si on avait un chèque en blanc, c'est sûr que je le ferais, le centre culturel, à 180 millions de dollars. La réalité, c'est que c'est pas possible. Puis moi, je pense que c'est mon rôle de dire les choses franchement, de respecter la capacité de payer aussi des contribuables longueuillois. C'est vraiment dommage. Ce projet-là a été discuté depuis 2005. Moi, je suis arrivée en 2021. En fait, le projet, là, la fenêtre a été manquée, aurait dû être fait en 2013, quand ça a été annoncé par Mme Saint-Hilaire, par le gouvernement du Québec. Le fédéral avait embarqué aussi. C'était un projet raisonnable à l'époque. On parlait de 50 millions. Ça allait coûter 20 millions de dollars à la ville. Actuellement, il n'y a aucun gouvernement qui est à bord. Le gouvernement du Québec finance... à petite dose plusieurs projets. Il n'y a même pas eu un projet qui a obtenu 20 millions de dollars là, dans la dernière année pour ce qui est là, des infrastructures de loisirs. Fait que mettons qu'on avait 20 millions de dollars là, sur un projet de 180 millions, ben ça reste quand même qu'il y a 160 Pourtant, millions à payer. à Laval, ils ont ficelé quelque chose. Ils semblent construire quelque à peu chose près d'intéressant. 40 millions. Ça fait quand même plusieurs années. C'était avant l'arrivée du maire Boyer. OK. Eux autres sont demeurés au PQI, cependant. Oui, mais c'est parce que ça ne sert à rien d'être au PQI s'il n'y a pas de projet, puis ça ne sert à rien d'avoir un 20 millions au PQI quand tu as un projet de 180 millions. C'est pas réaliste. Au-delà de tout ça aussi, la Thérèse ville disait... ne peut pas faire ça. Ceci dit, on s'est pas assis sur nos lauriers. Là. On a avancé ce dossier-là. Moi, j'ai dit, OK, mais maintenant qu'on le sait que la ville ne peut pas le réaliser, peut-on générer quand même un intérêt peut-être de la part du secteur privé? On a fait beaucoup de démarches. Il y a eu le Théâtre de la Ville aussi. Je veux dire, je pense que le Théâtre de la Ville a probablement été le groupe, l'OBNL à Longueuil, que j'ai rencontré le plus souvent dans les 4 dernières années. En train de réduire comme peau de chagrin, là, leur bureau, c'est en fait, il y a eu une erreur, il faut le dire. Là. À l'époque, on aurait dû... Tantôt, là, je parle de rénovation de l'existant là, en priorité parce qu'on a ce réflexe-là toujours d'aller vers le nouveau. Puis je comprends qu'il y a eu des promesses à l'époque. C'était comme, j'imagine, la culture politique du temps. Puis moi, je ne blâme pas mes prédécesseurs. Mais on aurait dû se dire dès le départ qu'il fallait rénover Pratt & Whitney, qu'on fallait rénover Jean-Louis Millette. On aurait été beaucoup plus résilient comme milieu culturel, longueuillois, si on avait pris ces décisions-là. Puis travailler en parallèle. Pas non, maintenant, non, ça va. On est moins dans cette mouvance-là. C'est sûr qu'au départ, quand ils pensaient que le Théâtre de la Ville allait quitter, il y avait cette réflexion-là. Mais moi, de ce que je comprends, au contraire, le cégep maintenant est tout à fait prêt à garder le Théâtre de la Ville dans ses installations. Donc, moi, je les accompagne pour ça. On a rencontré le ministre de la Culture pas plus tard que le 25 août dernier. Donc, moi, on peut utiliser justement notre réseau, on peut faire pression, on peut faire avancer le dossier. C'est simplement pas les Longueuilloises et les Longueuillois qui peuvent payer la note avec leur taxe municipale. C'est juste ça, la réalité. Bon, au-delà de tout ça, hier, Thérèse David, puis on va clore la culture, puis on va jaser d'autres choses après. Thérèse David disait, oui, c'est au-delà de ça, Charles. C'est pas que notre nanane, le Théâtre de la Ville, c'est pas que ça. Elle est allée à un lancement, c'était le ROPAL qui se créait, donc ce rassemblement d'artistes de Longueuil. Que j'ai rencontré aussi à 2-3 reprises. Elle a constaté que son ancien bureau, du papier dans la fenêtre, et c'était comme ça depuis des années. Elle dit, est-ce que ça existe encore? Est-ce que tout le monde est en télétravail? C'est quoi? Alors qu'il y a une synergie qui doit se développer, donc elle déplorait cette affaire-là. On en est où, culturellement parlant, ici? Est-ce que c'est quelque chose qui te touche, qui vous touche? Bien sûr, mais on a un bureau de la culture qui demeure très dynamique. Oui, il y a beaucoup de télétravail, c'est ça la question à la ville. C'est une politique administrative. Moi, j'ai ma petite idée là-dessus. Personnellement, mon cabinet, on est en personne 4 jours semaine. Je pense que les organisations publiques commencent à changer aussi leur fusil d'épaule. À cause de la synergie qui se développe quand on se voit, moi, qu'on peut se parler. oui. Moi, c'est ma perspective à moi. Après, comme je le dis, le politique, on n'a pas le contrôle, surtout dans une ville. Il y a de la gestion administrative, puis c'est correct. Il faut savoir bien délimiter et départager nos rôles. Donc, moi, je vais laisser la direction générale de la ville faire son choix en ce qui a trait au télétravail. Mais actuellement, c'est une politique de télétravail à 100% si les employés le souhaitent. Donc, oui, ça se peut que les bureaux soient vides. Bon. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail qui se fait. Non, c'est pas ça. Donc, Thérèse, si tu écoutes... Puis, quand on parle d'infrastructures culturelles aussi, bien justement, tu sais, la Maison de la Culture, l'église ici, Saint-Marc, là, la ville, on investit des millions de dollars pour la restaurer. On l'a achetée, on veut la transformer en lieu de diffusion.
il y a des choses qui se passent, ça bouge en culture. Là, si on veut rénover nos bibliothèques, on a une dame au conseil, une citoyenne au dernier conseil de ville qui est venue nous parler de l'état de la bibliothèque ici, Jacques Ferron, dans le Vieux-Longueuil. Bien, c'est vrai qu'elle a besoin d'amour, cette bibliothèque-là. Moi, ce que je dis, on va investir d'abord là, pour préserver nos actifs, puis ensuite, on verra développer de nouvelles infrastructures. Mais c'est pas vrai qu'on va laisser tomber en ruine des choses qui sont déjà sur notre territoire, qui offrent des services, qu'on va aller ajouter. Ça fait partie de travailler de travailler sur le vieux, travailler sur ce qu'on a déjà. En fait, je dis du vieux, mais travailler sur ce qu'on a déjà. Il y a une mise à niveau qui est nécessaire aussi à la Maison de la culture. Est-ce qu'on va se lancer dans une méga conversion? La réponse est non. Est-ce qu'on peut injecter de l'argent pour que les salles soient plus fonctionnelles, soient plus au goût du jour? La réponse, c'est oui. OK, c'est noté. Bon, on parlait de démocratie citoyenne, on parlait aussi de participation citoyenne hier avec votre adversaire qui disait, au conseil de ville, les gens sont maintenant, c'est très, très difficile, les gens ne sont plus présents, le public ne peut plus parler comme avant au conseil de ville sur place. Et bon, j'ai fait OK, oui, effectivement, je reçois la chose. Parlez-nous de ça un peu. Au contraire, avant ça, il pouvait parler avant, maintenant c'est après. Au contraire, maintenant, on peut parler à 2 reprises. Il y a maintenant 2 périodes de questions au conseil. C'est un ajout. Là. Il n'y avait pas 2 périodes de questions auparavant. Effectivement, le conseil se passe en 2 parties. La réalité, c'est que le public en salle quittait pour la portion hors du jour du conseil. Restait seulement pour, effectivement, la période de questions. Puis on le comprend, là, les gens viennent, ils veulent poser leurs questions. Ils veulent pas nécessairement. Ça ne les intéresse pas nécessairement. Les gens qui sont intéressés peuvent nous suivre en ligne, nous écoutent sur TVRS, par exemple, Télévision Rive-Sud. On fait des comptes rendus du conseil. C'est sûr qu'on a tenté, avec notre réforme, de le rendre plus intéressant. Là, maintenant, on le rend plus interactif, plus pédagogique. Auparavant, là, le conseil de ville, c'était la greffière qui défilait les points. Maintenant, pour tout ce qui est quand même d'intérêt public, il y a des élus qui prennent le temps d'expliquer. On passe pas mal de temps là-dessus. Là. C'est beaucoup d'heures qui sont investies. On bâtit une espèce de diaporama avec des images, des plans. Par exemple, si on vote un contrat, on met les détails. Ça, c'est des choses qui sont affichées à l'écran quand on écoute le conseil aussi. On a augmenté beaucoup le niveau d'accessibilité du conseil de ville. Puis donc, pour tout ce qui est la portion hors du jour, il y a une période de questions dès le départ. C'est le premier point à l'heure du jour. Puis maintenant, dans la deuxième partie, la partie du public, à la fin, en fait, c'est quand même à 19h. Là, on s'entend, avant, ça pouvait aller... le conseil pouvait finir jusqu'à minuit, même 1h du matin parfois. Donc là, on finit plus tôt. Puis, en fait, ce qui est avant la période de questions, c'est les mots des élus, où est-ce qu'on fait des annonces, où est-ce que c'est... Je veux dire, c'est de l'information qui est d'intérêt public. Puis ensuite, les gens posent leurs questions. Il n'y a pas un citoyen ou une citoyenne que j'ai rencontré qui se plaignait du déroulement du conseil de ville. Tout le monde est entendu, les gens en 2 minutes, parce que les règles du conseil, puis c'est comme ça dans toutes les villes du Québec, c'est de poser une question, c'est pas une tribune pour faire un laïus de commentaires. Ça le dit, c'est une période de questions. Puis parfois, on ne peut pas répondre sur place, il faut attendre au prochain. Bien, c'est sûr que si la question est extrêmement technique, il faut qu'on ait du temps, il faut qu'on essaye d'avoir le plus de réponses. Puis d'ailleurs, le fait de au moins permettre aux élus de s'exprimer en début de conseil, bien nous, ça nous permet, parce que les gens écrivent quand même le sujet de leurs questions, parfois, ça nous permet déjà d'aller trouver de l'information en parlant avec nos directrices, nos directeurs, puis d'avoir une meilleure réponse à offrir aussi aux gens qui se présentent au conseil. Puis si on n'a pas toute l'information, on prend en délibéré, on répond par courriel. Il y a beaucoup de tribunes pour interpeller les élus. Oui, il y a le conseil de ville. Puis d'ailleurs, ça rebute beaucoup de gens. Il y a plein de personnes qui ne souhaitent pas aller s'adresser avec un micro, à être filmé avec des caméras. Il y en a qui préfèrent venir nous parler directement. D'ailleurs, on a entre 18h et 19h, c'est une espèce de forum citoyen. On invite les gens à se présenter à l'avance s'ils veulent nous poser des questions de vive voix. Il y a toujours des élus qui sans être obligé d'aller au micro. Disponibles. Ben oui, exactement. Ça peut être intimidant pour beaucoup de personnes. Donc, au contraire, l'accessibilité du conseil de ville est rehaussée, puis surtout quand on compare à la majorité des autres villes au Québec. Dernière question. Parlons de l'élection elle-même, là, Catherine Fournier. Oui. Donc, du 2 novembre prochain, il y a eu beaucoup de gens dans votre parti, dans le Parti Coalition Longueuil, qui ont été élus par acclamation. 3 seulement. Oui, il y a 3 personnes quand même. C'est pas Saint-Bruno, là, où il n'y a qu'une élection dans mon district, mais c'est un autre... On pourrait parler de la Rive-Sud en général, mais oui. Et du Québec aussi. Oui. Mais, on a vu, puis ça a été des psychodrames assez souvent au cours des dernières années, je dirais, depuis la dernière décennie. Ça s'est entre-déchiré la chemise. C'était épique, pas rien qu'à peu près. Là, ça me semble aller dans une même direction. Il n'y avait qu'un seul élu qui était dans l'opposition. Est-ce qu'il n'y a pas un danger à avoir
des élus dans le même que des élus du même parti dans un conseil de ville, Catherine Fournier? Pas du tout, parce que ça demeure que chaque élu est un individu propre. Il y a beaucoup de discussions qui ont lieu à l'interne. Je pense que ce qui fait la différence, c'est la diversité des profils. Moi, ça m'inquiéterait beaucoup plus s'il y avait, par exemple, qu'un type d'élu. Là, si c'était, par exemple... moi, regarde, je vais prendre mon exemple. Si c'était juste des femmes de 33 ans, ben là, on aurait peut-être à peu près toute la même expérience. Des messieurs de 60 ans, il y en a dessus, celui-là? Ben oui, il y en a chez nous. Mais c'est pour ça que je ne voulais pas prendre l'exemple classique, mais on s'entend que c'est l'exemple classique en politique, là. Un homme plus âgé, j'ai rien contre ça. Il y en a dans notre équipe aussi, mais justement, il faut de la diversité, des gens avec différents profils, différentes expériences. C'est là qu'on a un bon débat. C'est là que vous voyez, vous, le brassage Je m'excuse, mais il n'y a pas eu beaucoup d'avancement. Quand les conseils étaient extrêmement divisés, puis que le monde, puis je vais le dire de même, jouait à la politique, là, parce qu'il y en a qui venaient jouer à la politique, puis s'opposer pour s'opposer, puis... Hey, dans ce temps-là, là, je veux dire, les fonctionnaires faisaient leurs affaires. Et c'est pas le politique qui décidait, là. C'est pas la population qui parlait à travers ses élus. Il y avait tellement de déchirements que la ville avançait, petit train, puis je veux dire, il y avait plein de projets importants qui étaient bloqués en raison des divisions au conseil. Moi, ce que j'entends, c'est que les gens veulent de l'efficacité, veulent un conseil qui est dans l'harmonie, qui avance. Ça n'empêche pas d'avoir des débats, des bonnes discussions à l'interne. Je pense que le dernier mandat en fait foi, là. M. Lemire était chef de l'opposition et, je veux dire, le jour 1, après l'élection, je l'ai rencontré, je l'ai nommé à tous les comités où il souhaitait participer. Je lui ai offert d'avoir accès à l'ensemble des documents du conseil, du comité exécutif. Je veux dire, en matière de main tendue, puis on n'était pas obligé de faire ça. Il y avait juste un membre de l'opposition, mais pour moi, c'était important de le faire. Il était élu démocratiquement. Après, ne plus avoir de chef d'opposition, exemple, ne plus en avoir, c'est pas inquiétant un peu pour un parti politique? On verra ce qui va se passer le 2 novembre, mais c'est pas quelque chose qui m'inquiète. Je veux dire, on fonctionne avec le conseil qui est élu démocratiquement. En même temps, on a des conceptions assez différentes. Moi, je pense pas qu'un chef de l'opposition doit s'opposer pour s'opposer. Je sais que c'était l'idée de M. Lemire. Moi, je pense pas que c'est ça à quoi les gens s'attendent. On peut voir dans votre livre, d'ailleurs. Dites-moi, je vous laisse aller, je te laisse aller, Catherine, évidemment. Taux de participation, t'inquiète, ça? Bien, ça m'inquiète considérant la grève de Post Canada qui a créé de la confusion. On ne sait pas encore si les cartes de rappel d'électeurs vont pouvoir être envoyées. La dernière élection. Oui, par contre, la ville de Longueuil était quand même la seule parmi les 10 plus grandes villes qui avait un taux de participation en augmentation. Ça avait augmenté légèrement par rapport à 2017. Si je prends un comparable, Laval, par exemple, avait diminué de taux de participation de 6 points. Donc ça, c'est préoccupant. Nous, on avait augmenté d'un ou deux, presque 2 points. Fait que moi, je suis très préoccupée par ça, mais on va justement à la rencontre d'une diversité de population. Moi, j'essaie beaucoup de trouver des moyens d'accroître le taux de participation. C'est pas évident, mais c'est sûr que quand tu te présentes en politique, à mon sens, tu es démocrate, puis tu veux chercher à rejoindre le plus grand nombre. Donc ça, c'est un objectif. Puis si tu me permets, Charles, juste en terminant, là, tantôt, on a parlé un peu de ma grossesse, puis j'entendais M. Parisella hier là, se questionner sur ce qui allait arriver. J'étais un peu surprise parce que moi, j'ai été très transparente à ce sujet-là, puis je vais demeurer une mairesse en poste. J'ai pas l'intention de quitter mes fonctions de mairesse. Je suis pas allée là ce matin parce que pour moi, être enceinte, c'est pas une maladie. Ben voilà, non, mais parce que je vous entendais hier, puis je tenais quand même à rectifier. Moi, je suis pas allée là ce matin à cause de ça. En passant, je m'en vais nulle part. Là, si jamais il y avait des auditrices, des auditeurs qui se posaient la question, moi, je demeure mairesse de Longueuil. Écoutez, à moins que j'ai un enjeu de santé important, mais autrement, je compte demeurer dans mes fonctions. Ce que je vais mettre sur pause, c'est les activités publiques. Puis justement, j'ai plein de collègues qui sont très disponibles et très pertinents pour me remplacer à ces occasions-là qui sont pas le fondamental de mon travail. Voilà, sur ces bonnes paroles. Bonne fin de campagne, bonne élection. Allez voter le 2 novembre, évidemment. Merci Catherine Fournier. Merci de la visite. Puis amenez vos voisins. Oui, tout à fait. Je t'ai gardé 10 minutes de trop. FM 103.3